Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Troisième partie. Suite. Secret dévoilé. Hélène, 16 juillet 1945. Le lendemain, la moisson reprend dans une autre ferme. Depuis que mon frère m'a fait prendre conscience de mon corps de femme, je regrette encore moins d'être en pantalon. Mais je sens les regards des garçons sur moi, car évidemment, j'ai beau être en pantalon, je suis loin de ressembler à un garçon. Si mes seins menus restent facilement dissimulés sous la chemise, ma taille est nettement plus marquée. Et le regard de Willy n'arrange rien. Plus rien n'est comme avant, même si je m'efforce de masquer ma féminité. Les autres filles aussi me ramènent à cette nouvelle réalité. La plupart exhibent leurs atouts féminins, notamment pendant les pauses et les repas qui clôturent la moisson de chaque ferme. Les plus hardis aguichent ouvertement les hommes célibataires, dont certains ne se gênent pas pour les complimenter sur leur poitrine généreuse quand ce n'est pas pour leur mettre la main au panier. Je me raidis imperceptiblement quand 2 ou 3 font du rentre-dedans à Willy. Il reste affable, mais réservé face aux tentations offertes. René tourne toujours autour de moi comme une mouche autour d'un pot de miel. Son manège m'agace. Mais comme Willy semble accaparé par ses admiratrices, je décide de minauder un peu avec le copain de mon frère. C'est un stratagème pour que personne ne s'aperçoive que celui qui m'attire vraiment est un beau prisonnier allemand. Il y a aussi un objectif caché à ce petit manège. Car si moi je sais ce que je ressens pour Willy, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est pour lui. Mais la réponse ne tarde pas. Dès que René s'approche, je jette un œil du côté de l'élu de mon cœur. Malgré les jolies filles qui l'entourent, il regarde de mon côté. Ses yeux bleus sont empreints de tristesse lorsqu'il voit l'ami de mon frère trop près de moi. Je n'ai plus de doute. Je lui plais. Aussitôt, je m'éloigne un peu de René qui doit se demander à quoi je joue avec lui, en jetant le chaud et le froid. Le soir, après le dîner, avec Willy, nous passons toujours un moment à discuter du dernier livre que je lui ai prêté. Nous nous installons généralement dans la grange, assis dans le foin. Pour autant, rien ne change entre moi et mon ami allemand, jusqu'à un soir de fin août où il me rappelle quelque chose. « Hélène, tu te souviens du soir où nous sommes arrivés ?»« Comme si c'était hier, Willy. Pourquoi ?»« Je t'avais raconté l'interrogatoire que j'avais subi avec un officier qui m'avait dit que mon peuple a tué des millions de juifs. Tu m'avais promis que tu m'expliquerais. » « En effet, réponds-je un peu inquiète. J'espérais qu'il ait oublié, mais il n'en est rien. Je me souviens trop de son émotion ce soir-là, et je répugne à le voir souffrir face à la vérité qu'il exige de moi. Cela fait 1 mois que nous travaillons ensemble, Hélène, et nous sommes amis. Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ignore encore. Willy, ce que j'ai appris, je l'ai appris par Roger, notre ouvrier qui a été déporté pour des faits de résistance. Tes compatriotes disaient terrorisme. C'est donc à travers son expérience et celle de quelques autres que j'ai appris ce qui n'est sans doute qu'une partie des actions des nazis envers leurs opposants politiques, les juifs et bien d'autres. Peu importe, je veux savoir, insiste-t-il. Juste 1 semaine avant ton arrivée, j'ai aussi assisté à une exposition sur les atrocités nazies qui a eu lieu à Paris, puis dans d'autres grandes villes ensuite, ainsi qu'en Belgique. Cette exposition montrait des photos de ce que les Américains et les Russes avaient trouvé dans les camps. Je vois bien que mon ami ne renoncera pas à savoir. Il a pris ma main et me regarde avec insistance. « Hélène, je t'en supplie, raconte-moi. » « Je ne vais pas te raconter. Je vais te faire lire ce que Roger m'a confié. Lorsqu'il a commencé à parler, ça a été comme une thérapie pour lui. Mettre des mots sur ce qu'il a vu et vécu l'a aidé à reprendre pied dans la vie après des mois de cauchemar. Dès le premier soir, j'ai éprouvé le besoin d'écrire tout ce qu'il me disait. J'explique à Willy comment Roger m'a raconté son histoire au rythme des images qui revenaient dans son cerveau,
le plus souvent sans ordre chronologique. Ces notes, je les ai toujours, dis-je. Mais j'ai réécrit l'histoire en remettant les événements dans l'ordre, depuis le moment où il a été arrêté, puis envoyé au camp de Compiègne, puis à Auschwitz et Buchenwald. Mais je ne veux pas que tu lises cela seul dans ton coin. Je veux être près de toi quand tu prendras connaissance de ce que Roger et bien d'autres ont enduré, ainsi que de ce que j'ai vu lors de l'exposition et que j'ai voulu aussi coucher sur le papier. Cela risque d'être très violent pour toi, Vili. À ce point? Oui, à ce point. Je te promets d'amener le cahier dans lequel j'ai tout retracé demain soir. Je te donne rendez-vous ici, à notre endroit habituel. J'appréhende déjà sa réaction. Mais je ne peux pas repousser l'échéance. Il veut savoir, et moi, cela m'aidera peut-être à comprendre comment les Allemands ont pu ignorer ce qui se passait si près d'eux. Hélène, 17 juillet 1945. Le lendemain soir, comme prévu, nous nous retrouvons dans le foin de la grange, assis l'un près de l'autre, non pour discuter de Maupassant ou de Flaubert, mais pour que Willy prenne connaissance de ce qui se passait dans les camps nazis. Je confie à Willy le cahier d'une centaine de pages dans lequel tout est retranscrit. Il ne devrait pas rencontrer de difficulté à lire mon écriture de maîtresse d'école à l'encre violette, même si l'écriture cursive française est un peu différente de l'allemande, que je trouve d'ailleurs très élégante, d'après ce que j'ai pu voir dans le carnet de poésie de Willy. Mon ami commence à lire ma prose, très concentré. Moi, je l'observe, guettant le moindre signe de malaise. Ce qui ne va pas manquer de venir, je le sais, notamment à partir du passage relatant le séjour de Roger à Birkenau. Quand je commence à voir des larmes couler sur les joues de Willy, je me rapproche imperceptiblement de lui, afin de poser une main que je veux réconfortante sur son épaule. « Tu peux peut-être arrêter là pour ce soir, proposai-je. »« Non, je veux aller jusqu'au bout, rétorque-t-il en essuyant une larme d'un revers de manche. Je vois bien que ça te fait du mal, Willy. Pas autant que les miens en ont fait à tous ces gens. » Désemparé, je le laisse continuer. Lorsque la lumière diminue, j'éclaire le cahier avec la lampe torche dont je me suis munie. Quand il arrive au bout de mes écrits, il se met à sangloter. Je le prends dans mes bras pour qu'il sente ma présence à ses côtés. Comment ont-ils pu faire ça? Comment n'avons-nous rien fait pour les en empêcher? Tu l'as dit toi-même, Willy. La propagande répandait ce que votre gouvernement voulait que vous sachiez et dissimulait tout le reste. Seuls les SS étaient au courant, et encore ceux de la base ne connaissaient peut-être pas tous les projets d'Hitler et consorts. Certains hauts gradés de la Wehrmacht savaient aussi sans doute. La majorité des Allemands, comme tu me l'as raconté, vivaient dans la terreur. D'autres étaient entièrement dévoués à leur fureur, qui les a en réalité manipulés. Ça n'excuse rien, Hélène. Pour le reste du monde, les Allemands ont commis des horreurs sur des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards, des handicapés. Les nazis l'ont fait, pas les Allemands, précisai-je, en prenant sa tête entre mes mains. Willy est secoué par les sanglots. Je sens ses larmes mouiller mes mains qui enserrent son visage. Comment peux-tu être mon ami? Je suis un monstre comme ceux qui ont commis ces atrocités. Je suis leur complice car je n'ai rien fait pour empêcher ça. Je refuse d'entendre ça, Willy. Tu n'es pas un monstre. Regarde-moi, insistai-je. La lueur de souffrance que je vois dans ses yeux océans me transperce le cœur. Mon Dieu, que j'aime cet homme. Peu importe sa nationalité. Peu importe qu'il ait combattu pour le mauvais camp. Je le connais mieux que quiconque. Il est profondément gentil, tendre et courageux. Tu n'es pas comme eux. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Tu es Willy. L'homme qui a conquis mon cœur, celui que j'aime. Ses yeux s'emplissent à nouveau de larmes. Tu n'as pas le droit de m'aimer, je ne le mérite pas. Droit ou pas, je t'aime, Willy. Et tu ne pourras rien y changer. Je t'aime. Même si cet amour n'est pas réciproque, je t'ai aimé dès le premier jour. Son regard capte de nouveau le mien. Moi aussi, murmure-t-il dans un souffle. Nos visages se rapprochent jusqu'à ce que mes lèvres effleurent les siennes.
J'attends ce moment depuis des jours, et pourtant je ne sais pas trop quoi faire. Willy caresse mon visage et pose ses lèvres sur les miennes à son tour. Il prend l'initiative, et ce baiser provoque chez moi un flot de bien-être, comme je n'en ai jamais ressenti. C'est comme si dans mes veines coulait un torrent de chaleur qui détend tout mon corps et celui de Willy. Je me laisse aller contre lui, et notre baiser s'éternise. Je voudrais qu'il ne s'arrête jamais. Nous ne nous séparons qu'avec difficulté, et je reste blotti contre mon amoureux, jusqu'à ce qu'il déclare qu'il serait peut-être plus raisonnable de rejoindre chacun notre lit. J'aurais bien passé la nuit la tête sur son épaule, couché près de lui dans le foin. Néanmoins, j'obtempère, et je le quitte devant la porte du moulin, après un ultime « je t'aime ». Hélène, août 1945. Willy reste poursuivi par ce qu'il a lu dans mon cahier, et nous en discutons parfois le soir, blottis l'un contre l'autre dans le foin. Il reste bloqué sur ce sentiment de culpabilité qu'il a ressenti le soir où il a lu l'histoire de Roger, sur la responsabilité de tous les Allemands dans le traitement imposé aux Juifs en particulier. Comment la population aurait-elle pu se douter de ce qui se passait dans ces camps, à moins d'y aller ou d'habiter juste à côté? Honnêtement, Willy, peu de personnes ont pu imaginer cela. Qui peut imaginer que des êtres humains puissent tuer par mitraillage, gazage ou injection létale d'autres êtres humains uniquement parce qu'ils sont malades mentaux, handicapés ou une soi-disant race de sous-hommes comme les Juifs selon l'idéologie nazie? Seuls ceux qui ont été témoins des atrocités nazies, ceux qui ont vu les monceaux de cadavres décharnés, les tas de cheveux, de chaussures, de sacs et d'autres objets découverts dans les camps en ont une idée. J'explique à mon amoureux que lorsque je suis allée à Paris voir cette exposition, j'ai vu des comportements et j'ai entendu des réflexions qui m'ont horrifiée. André l'avait lui-même constaté en revenant d'Allemagne en même temps que certains déportés. Tels ces regards de mépris sur ces morts vivants qui débarquaient, certains encore revêtus de leur tenue rayée, ou ces propos alléguant que si les déportés et les Juifs avaient réellement enduré ce qu'ils disent, ils n'auraient pas survécu. Cela va tellement loin que la plupart des survivants préfèrent se taire. Certains ont même honte d'avoir survécu à la terreur, au mauvais traitement, à la faim. Comment imaginer aussi ces morts-vivants entreprendre une marche de centaines de kilomètres dans un froid polaire pendant des jours, sans pratiquement rien manger, pendant les marches de la mort de l'hiver 1944-1945 pour évacuer les camps. Certains prisonniers ont alors mangé de l'herbe gelée, d'autres de la chair humaine de prisonniers tués par les gardes SS car incapables de marcher pour survivre. Comment nous, qui n'avons pas vécu cette horreur, pouvons-nous imaginer calculer les heures et les secondes en pensant qu'à chaque seconde il y a la peur de mourir? Comment avoir la moindre idée de ce qu'est vivre chaque instant avec la menace que ce moment est le dernier? Lorsqu'il me demande pourquoi les journaux n'en ont pas parlé, afin que les gens sachent, au départ, je ne sais pas trop quoi lui répondre. Tous les prisonniers, déportés, requis du travail obligatoire, ne sont pas encore tous revenus, notamment ceux de l'Est. Je pense que peut-être les autorités ne veulent pas alarmer les familles sur le sort de ces absents. Il paraît qu'Eisenhower, en voyant le camp Nordhof où a été Roger, voulait que le verrou de la censure saute, que le monde sache, mais les publications sont restées limitées. Il va falloir du temps pour que les gens prennent conscience de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, les populations pensent plutôt à reconstruire leur pays, leur vie, laisser toutes ces horreurs de la guerre derrière elles. Et la population allemande a autant souffert des bombardements que nous, si ce n'est plus. Willy reste un moment pensif avant de réagir à mes arguments. Je comprends mieux les ordres d'Eisenhower. Lorsque nous étions prisonniers dans les camps des plaines du Rhin, il voulait nous faire payer. Tu as sans doute raison, ma Léna. Léna? Mon air ahuri le laisse perplexe. C'est un diminutif d'Hélène, précise-t-il. Tu préfères crevette? Non, et tu le sais très bien. Léna,
Tu as raison, c'est joli. À moins que tu ne préfères Mäuschen ou Herzchen, ce qui signifie petite souris pour Mäuschen, mais les deux signifient mon petit cœur. À choisir, je préfère Herzchen. Inévitablement, nous finissons par rouler l'un sur l'autre dans le foin, à nous embrasser. Mais nos effusions restent toujours cachées. Pas assez pourtant pour que mon frère ne s'en aperçoive pas. Hélène, 2 septembre 1945. Ce dimanche 2 septembre, mon frère me demande de venir dans la pièce qui lui sert de bureau, à gauche du vestibule. Je fais signe discrètement à Willy que je le rejoindrai à notre endroit habituel. Crevette, je sais que toi et Willy vous vous entendez très bien. Même plus que bien, ajoute-t-il ironique. Je sens une boule me bloquer la gorge, mais tout de suite André se montre rassurant. Je n'y vois pas d'inconvénient. Willy est un chic type, courageux et vous êtes très discret. Je vais d'ailleurs vous demander de continuer à l'être. Tout ça pour me dire ça. Il fait une pause avant de poursuivre. J'ai un secret à te révéler, Serette. Je n'ai pas été totalement sincère avec toi depuis que je suis revenu. Mon regard étonné le paralyse quelques secondes, mais il se reprend. Tu sais que je n'ai pas été malheureux en Allemagne à partir du moment où j'ai rejoint ce commando qui travaillait dans cette ferme à Oberstdorf. La famille était très bienveillante avec nous. Oui, tu me l'as écrit et tu m'en as parlé bien souvent. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je me suis senti aussi bien, ajoute-t-il. Cette famille avait 2 fils mobilisés. L'un en Norvège, l'autre en Pologne, puis ensuite en France et sur le front russe. Mais il y avait aussi une fille, Paola. À ce prénom, je vois le regard de mon frère s'illuminer et je commence à deviner la suite. Au début, nous nous sommes croisés quelquefois lorsqu'elle venait en fin de semaine rendre visite à ses parents. Le reste du temps, elle vivait à Immenstadt, une petite ville, et travaillait dans un centre médical. Puis, au fur et à mesure que j'ai appris à parler un peu allemand, nous avons échangé un peu plus. Je ne maîtrisais pas très bien la langue, et ça la faisait beaucoup rire. Bref, nous nous sommes rapprochés, de plus en plus. Je vois. C'est pour ça que tu n'as jamais rien dit quand moi je me suis rapprochée de Willy. À part que toi, tu t'es rapproché très vite. Je ne t'ai pas parlé de Paola quand je suis revenue, car je me demandais comment tu allais réagir. Toi, tu avais, comme papa et maman, œuvré dans la résistance. Et moi, pendant ce temps, j'étais tombé amoureux d'une Allemande. J'ai préféré attendre de voir. J'imagine qu'entendre que j'avais pris la défense de femmes tondues t'a un peu rassuré. Mon grand frère opine du chef avec un sourire. Et encore plus quand tu as approuvé mon projet de recruter 2 prisonniers allemands, et que tu m'as soutenu. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand je t'ai vu le jour de l'arrivée de Karl et Willy. Il se passait clairement quelque chose entre toi et Willy. André me révèle que c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'accélérer les démarches pour faire venir Paola en France. Lorsque l'armistice a été signé et que les rapatriements ont commencé, nous n'avons pas eu le temps de nous organiser. Mais dès mon retour à Paris, je me suis adressée à la mission française du rapatriement, dans le 8e arrondissement, afin de me renseigner sur les démarches. Les choses se sont accélérées lorsque Paola m'a annoncé dans une lettre qu'elle était enceinte. Nous qui avions été si prudents, je crois que nous nous étions un peu lâchés quand mon départ a été imminent. Paola enceinte, il fallait que je la fasse rapatrier assez vite en France et donc constituer le dossier. Acte de naissance de Paola, promesse de mariage et engagement à subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant, demande de rapatriement et surtout un certificat médical de grossesse. Ça veut dire que Paola a dû révéler sa grossesse à ses parents? Rien ne l'y obligeait. Mais si les démarches prenaient plus de temps que prévu, à un moment donné, sa grossesse aurait fini par se voir. Elle leur a donc annoncé, et ils ont mieux réagi que ce qu'elle pensait, surtout quand ils ont su que je faisais tout pour qu'elle et moi puissions rendre notre relation officielle. Donc, les lettres que tu recevais d'Allemagne et que tu prétendais être de tes employeurs
était celle de Paola. Oui, et dans sa dernière lettre, elle m'a envoyé et son certificat de naissance et le certificat de grossesse. Notre dossier était complet. C'est pour ça que tu es allé à Paris il y a peu, pour déposer le dossier. Oui, et je n'attends plus que la réponse de l'administration française, et elle ne devrait pas tarder. Curieuse, je demande à André s'il a une photo de sa dulcinée. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble ma future belle-sœur. Évidemment, il en a une. Et je découvre une jolie jeune femme avec des cheveux dont André me dit qu'ils sont bruns cajou et des yeux très foncés. Bruns, presque noirs, selon mon frère. Ce n'est pas du tout le portrait de la Gretchen, blonde aux yeux bleus, si chère au régime d'Adolphe. Il serait peut-être temps que tu en parles aux parents, dis-je en lui redonnant le cliché. C'est là que le bât blesse. André, il faut que tu en parles à grand-mère et maman. Avec elle de ton côté, ça passera comme une lettre à la poste. De toute façon, si papa refuse que Paola mette un pied dans la maison, je quitte la ferme. Ça n'arrivera pas, André, j'en suis sûre. J'aimerais être aussi convaincue que toi. En revanche, je suis désolée pour toi, Hélène. Mais si tu avais des projets avec Willy, ils vont être reportés au calendrier grec. Nous n'en sommes qu'à l'étape des baisers pour l'instant, concédai-je. Malgré cette affirmation, je sens mon ventre se nouer. J'aimerais tant aimer mon Willy, si ce n'est au grand jour, au moins sans me cacher de ma famille. Quand je pense que je n'ai même pas une photo de lui, tout comme lui n'en a pas de moi, j'en ai presque envie de pleurer. Seulement, Willy s'aperçoit tout de suite que quelque chose ne va pas. Et je ne vois aucune raison de lui cacher ce que je viens d'apprendre et l'impact que la révélation de l'existence de Paola et son bébé va avoir pour notre histoire à tous les deux. Nous devons rester cachés, plus que jamais, lui dis-je. Cependant, j'ai une idée pour que nous passions du temps ensemble. Quel genre d'idée, Herzchen? Je voudrais que tu m'apprennes l'allemand, pour que Paola se sente accueillie, qu'elle se sente moins seule. Et puis, il y aura toi et Karl pour parler sa langue également. Aucun problème, nous pouvons commencer quand tu veux, Malena. Ma seule réponse est un baiser avant de me blottir contre lui. Hélène, 2e quinzaine de septembre 1945. Nous mettons notre projet de cours d'allemand à exécution dès le lendemain. Ils ont lieu le soir dans la cuisine du moulin. Il arrive que mon frère et Karl y participent et ça dégénère aussitôt en crise de rire. Généralement, Willy me raccompagne jusqu'à la grange, où nous nous câlinons dans le foin comme à notre habitude pendant une bonne demi-heure. La situation de nos 2 prisonniers a évolué depuis quelques jours. En effet, une circulaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale autorise qu'ils soient logés à domicile et prennent leur repas avec nous. André a donc revu son accord avec la commune en conséquence. Bien entendu, mon grand frère me confie la mission de parler à Albertine, de Paola et de sa grossesse. Ma grand-mère réagit comme je m'y attendais. La nouvelle ne la surprend pas plus que ça, et cette histoire d'amour la ravit autant que la mienne avec Willy. Et dès le lendemain, André doit passer au confessionnal, tout lui avouer et surtout lui montrer la photo de Paola. La réponse de l'administration tombe le 10 septembre, et nous allons devoir faire vite pour annoncer la nouvelle à mon père. Mais auparavant, nous avons besoin de l'appui de ma mère. Mon père ne sait rien refuser aux femmes de sa vie, sa femme et sa mère. Le temps presse. Paola est enceinte de 4 mois. Le temps d'organiser son voyage, elle devrait arriver d'ici 1 mois. Il faut que tout soit prêt pour l'accueillir. Maman est moins enthousiaste que grand-mère, mais elle pense au moins à l'enfant qui est aussi celui d'André, donc son petit-fils ou sa petite-fille. Elle est donc prête à nous aider. Dire que la nouvelle fait plaisir à mon père est un euphémisme lorsqu'André lui annonce la nouvelle. Au départ, il se met carrément en colère. Son fils n'a rien trouvé de mieux que d'engrosser une boche. En entendant cela, Albertine explose à son tour en traitant son fils de crétin, qui ne comprend rien à rien et surtout pas à l'amour. Moi et André apprenons des choses au passage.
D'une part, que le mariage de mes grands-parents était un mariage arrangé, et qu'Albertine a fini par s'en accommoder. D'autre part, que celui de mes parents a failli ne pas avoir lieu. Tu sembles avoir oublié que ton père voulait t'obliger à épouser la Mathilde des Déhais, alors que tu étais éperdument amoureux d'Aglaé, dont le seul tort était d'être issu d'une famille de métayers. Et qui a plaidé ta cause? Moi. Bien entendu, mon père ronchonne comme toujours quand il ne sait que répondre. Sans mon intervention, tu aurais dû te marier avec cette grande bringue chevaline de Mathilde, et tu n'aurais pas eu ces deux magnifiques enfants qui doivent leur beauté surtout à leur mère, et un peu à leur grand-mère paternelle aussi, soit dit en passant. Je pouffe de rire sous le regard noir de mon père. Ma mère esquisse également un sourire. Finalement, mon père cède sous la pression de sa mère et celle de voir son fils lâcher l'exploitation. Mon frère peut donc organiser le rapatriement de Paola. Il a eu plus de chance que certains, qui ont refusé l'accès de leur maison à la fiancée allemande de leur fils. D'autres ont accepté l'allemande et son bébé quand il y en avait un, mais elle est souvent la paria de la famille. Je refuse que Paola se sente indésirable, mais je suis consciente que pour l'instant, Willy doit rester un de nos ouvriers à l'instar de Karl. Il a su gagner la confiance de mon père par son courage et sa ténacité au travail, et a conquis ma mère par sa gentillesse et son éternel sourire. Quant à Albertine, il est son chouchou. Notre amour naissant a-t-il un avenir désormais? C'était déjà compliqué avant que mon frère révèle l'existence de Paola, mais aujourd'hui, plus que jamais, il doit rester clandestin. Il y a tout un monde entre accepter que certains prisonniers de guerre reviennent avec une fiancée d'outre-Rhin et accepter que des Françaises s'amouragent de prisonniers allemands. Cela reste aussi inadmissible que de fricoter avec eux lorsqu'ils étaient soldats et occupaient notre pays. Nous avons certes obtenu le droit de vote, mais nous sommes encore loin d'être les égales des hommes. Ce qui est toléré pour les uns ne l'est pas pour les autres. Willy est bien conscient de cette différence de traitement, mais il ne laisse rien voir. Les leçons d'allemand se poursuivent, et mon professeur s'émerveille de mes progrès rapides. Il faut dire que lorsque nous sommes tous les deux, il a décrété de ne me parler que dans sa langue maternelle, la majeure partie du temps, afin que cette immersion facilite mon apprentissage. Et ça marche. J'ai assimilé rapidement les structures grammaticales, le vocabulaire et les nuances de la langue. En m'exposant à cette langue que je trouvais auparavant rébarbative, j'ai acquis ses tonalités et sa prononciation. J'ai habitué mon oreille à sa musicalité et à l'accent de Willy. Je pense que mon amour pour mon professeur a grandement facilité mon apprentissage. Parler sa langue, c'était aussi pour moi lui prouver mon amour. Grâce à lui, j'ai eu l'opportunité de comprendre des expressions idiomatiques, des proverbes et des tournures de phrases couramment utilisées dans la vie quotidienne que je n'aurais pas trouvées dans les livres. Mes leçons se poursuivent même après la rentrée scolaire. Mais mes conversations dans cette langue avec Willy et Karl se limitent alors à nos rencontres du soir. Je ne deviens certes pas parfaitement bilingue en si peu de temps, mais je suis capable de m'exprimer correctement. Hélène, octobre 1945. Paola arrive le 6 octobre à Paris. André se rend directement là-bas afin qu'elle ne se retrouve pas seule. Et il a hâte de la retrouver. Ils sont séparés depuis le mois de mai. 4 longs mois sans se voir. Je n'imagine pas ne pas voir Willy pendant autant de temps. Maman prend le volant de la Renault Viva 4 d'occasion qu'André a déniché afin d'aller accueillir à la gare sa future belle-fille avec moi et Albertine. André est surpris de nous voir toutes les trois, mais je vois bien que cela lui fait plaisir. Je suis la première à me présenter et à étreindre ma future belle-sœur en lui souhaitant la bienvenue dans sa langue. Bien qu'épuisée par le voyage, je la sens très émue. Puis c'est le tour de ma mère et d'Albertine. Cette dernière me scotche quand je l'entends dire à Paola qu'elle sera sa nouvelle grand-mère et qu'elle peut l'appeler Oma. Sacrée Albertine, je me demande bien qui lui a appris ces quelques mots. André ou Willy? Peu importe, au moins Paola sait que nous sommes de son côté. Le chemin jusqu'à la ferme est court. Willy et Karl sont déjà dans les pâturages pour la traite. Je les rejoins pendant qu'André et ma mère installent Paola dans l'ancienne chambre d'André
qui va donc abandonner le moulin. Ces prisonniers allemands, il le sait, n'ont aucune intention de s'enfuir. Albertine, pendant ce temps, se met au fourneau. Mon père ne fait la connaissance de sa future belle-fille qu'au moment du dîner. Paola a appris quelques mots de français pour cette occasion, et elle réussit à arracher un sourire à mon bougon de père. En voyant cela, je me dis que rien n'est perdu. Il va s'habituer. Les places à table sont un peu bousculées. Si les places de mon père, de ma mère, d'Albertine, Villy et moi restent inchangées, André se retrouve en bout de table, en face de mon père, avec Paola à sa droite et moi à sa gauche. Quant à Karl, il se retrouve entre Paola et ma mère. André s'est chargé de présenter nos 2 PGA, et Paola est ravie de trouver autant de personnes avec qui parler sa langue. Mais elle aussi, par amour, a décrété d'apprendre à parler français. Les jours suivants, il ne va être question que de la préparation du mariage d'André et Paola. La nouvelle que le fils de Zanet a ramené un souvenir de sa longue détention en Allemagne se répand comme une traînée de poudre. Certains glosent de ce mariage franco-allemand dans une famille de résistants. Mais je n'en ai cure, et c'est la tête haute que je passe dans Saint-Martin pour me rendre à l'école de Saint-Saëns. Au fur et à mesure que nous faisons connaissance plus intimement, Paola et moi, nous nous apprécions de plus en plus. Elle me parle de ses parents, de ses frères. L'aîné, Tobias, est hospitalisé depuis des mois, après avoir été blessé au combat. Le second, Léo, a passé toute la guerre en Norvège et est prisonnier des Britanniques. Le plus étonnant est que ce dernier a dû laisser la femme dont il est tombé amoureux en Norvège et il ignore ce qu'elle est devenue. La ville de Saint-Saëns a bien d'autres chats à fouetter que le mariage de mon frère et de Paola. Suzanne Vallès devient la première femme à prendre la tête de la ville, comme maire, le 15 octobre 1945. Encore une victoire des femmes. Le dimanche 21 octobre, c'est en force. La famille de Zanet se rend à l'église pour la messe dominicale dans la Viva 4. Nous sommes certes un peu tassés, mais c'est l'occasion de me serrer un peu plus contre Villy, qui en profite pour en serrer ma taille en douce. Nous laissons ainsi suffisamment de place pour Albertine et Karl. Quant à Paola et ma mère, elles sont montées devant avec André. Il ne manque que mon père, comme d'habitude. De toute façon, nous n'aurions pas pu monter tous dans la voiture. Je reste au fond avec Villy et Karl, que les gens connaissent maintenant bien et apprécient pour la plupart. André et Paola se joignent à ma mère et ma grand-mère sur le banc familial. À la sortie, les clans sont bien visibles, mais la fière attitude de ma mère et d'Albertine rabat bien des caquets. L'après-midi est consacré à la visite du domaine pour Paola, pendant que je reste avec Villy et Karl pour une dernière partie de pêche avant la fermeture de la saison. Lorsque le jeune couple vient nous rejoindre au moulin, je suis allongée près de Villy avec un livre comme à mon habitude. Le regard de Paola se fixe sur nous deux, mais ma belle-sœur ne laisse rien paraître. André lui aurait-il dit quelque chose? En tout cas, notre attitude ne prête à aucune confusion car nous étions sages comme des images. Il n'en aurait peut-être pas été de même quelques minutes auparavant, quand Villy et moi étions bouche contre bouche.